Madame, Messieurs, bonsoir. Oula, vous allez bien m'entendre. Je suis chargé de vous souhaiter la bienvenue ce soir au Maïf Social Club pour cette conférence. Je suis Jérôme Dabadi, mandataire du conseil d'administration d'Amaïf. Donc vous assistez à cette conférence qui a pour titre « La renaissance du vélo peut-elle revivifier la ville ?» Je vous rappelle que c'est dans le cadre de notre thématique du moment qui est donc les mobilités et que c'est en résonance avec la conférence, avec l'exposition que vous pouvez visiter en bas qui s'appelle « Est-ce qu'elles l'ont vu ?» Peut-être certains d'entre vous l'ont-elles déjà vu. Aujourd'hui, nous sommes retransmis en direct sur Facebook. Donc voilà. Et je voulais vous rappeler également qu'après la conférence, vous avez droit à une prestation artistique dans l'exposition elle-même et qu'ensuite, nous nous retrouverons autour du verre de l'amitié pour échanger et continuer à dialoguer ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et puis je passe le micro à Philippe Gargoff qui va se charger d'animer cette conférence. Merci de votre attention et à tout à l'heure. Et du coup, merci à toutes et à tous d'être là. Je vais attaquer très très vite. Le sujet, vous l'avez compris, c'est le vélo et puis plus généralement les mobilités douces avec en ligne de mire cette question, qu'est-ce qu'on peut faire comme pratique urbaine, comme nouvelle pratique émergente pour faire naître une ville peut-être plus apaisée. Ça sera un peu notre horizon pour ce soir avec 3 intervenantes et intervenants. Donc on a d'abord Lison Noël qui, dans la vie, est chercheuse en littérature, mais c'est pas ce dont elle va nous parler aujourd'hui, puisqu'elle est là pour représenter Coop Cycle, dont elle est vice-présidente. Elle nous en parlera tout à l'heure, mais c'est une coopérative qui essaye de développer des services à destination des coursiers vélos qu'on a vu exploser ces dernières années, voire ces derniers mois. Ça va très très vite et qui ont des problématiques à la fois liées à leurs conditions de travail, mais aussi conditions de circulation dans l'espace urbain qui les interroge. Donc elle nous expliquera la démarche de Coop Cycle. Juste à côté, on a Véronique Michaud qui est secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables. Donc c'est un réseau qui regroupe plusieurs collectivités, des territoires, des villes, des petites villes, des grandes villes, des moyennes, un peu de tout, avec cet objectif de promouvoir les modes doux, le vélo et d'autres modes dans l'espace urbain. Et puis enfin, on a Christophe Najdowski qui est élu à la ville de Paris et qui est en charge des transports, des déplacements, de la voirie et de l'espace public, c'est ça, et qui aura quelque chose à fêter avec nous tout à l'heure, s'il le souhaite. En tout cas, il y a beaucoup de nouvelles et beaucoup d'actualités dans le vélo et dans les modes doux ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières heures même. Mais là, on va commencer peut-être avec Madame Noël, qui va nous expliquer comment a pu naître Coop Cycle. Moi, ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est qu'on comprenne bien comment une pratique qui émerge avec un certain fracas dans l'espace urbain, je pense qu'on l'a tous vu en quelques années, le nombre de coursiers vélos, de livreurs vélos, souvent pour des produits alimentaires, a explosé. Comment est-ce que vous êtes saisi de cette question, dans quelles conditions, et qu'est-ce que ça a donné aussi comme problématique, comme réflexion autour de ce qu'on peut faire avec comme prétexte le vélo et les cyclistes dans la ville. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, Coop Cycle, pour replacer, c'est une association de 20 bénévoles qui tente de créer un réseau de coopératives de livraison à vélo dans toute l'Europe. On existe depuis un peu plus d'1 an. Notre histoire, c'est que le noyau des bénévoles s'est rencontré à Nuit debout pendant le combat contre la loi travail en 2016. Et Coop Cycle est un peu une manière de rebondir sur le fait qu'on ait perdu le combat et que la loi travail est passée pour continuer à travailler contre la précarisation et la libéralisation du travail. Et donc on s'est attaqué à la livraison à vélo parce que, voilà, comme Philippe le disait, ça c'est vraiment, on voit des livreurs partout dans les grandes villes et c'était une manière de s'attaquer à la face la plus visible de l'ubérisation de la livraison. Donc Coop Cycle se veut être une alternative pour donner le pouvoir aux livreurs qui ne l'ont pas du tout quand ils travaillent pour des plateformes comme Deliveroo ou Foodora, Feu Foodora. Et donc leur donner l'opportunité d'être salariés d'une coopérative gouvernée démocratiquement.
C'est les deux critères très importants pour adhérer au réseau de coopératives CoopCycle, c'est le salariat et la gouvernance démocratique et du coup la répartition équitable de la valeur entre les salariés. On a évidemment aussi des enjeux écologiques parce que voilà, on est convaincu que la livraison à vélo, c'est l'avenir de la livraison de derniers kilomètres dans les villes, parce qu'évidemment, il faut réduire les émissions de CO2 en ville et que voilà, pour aller dans le bon sens, il faudrait éradiquer les voitures et les camions. Donc, de manière très concrète, ce que fait CoopCycle, c'est accompagner la création de coopératives dans toute l'Europe et mettre en place des services mutualisés pour ces coopératives, pour à la fois baisser les coûts et créer une solidarité entre ces coopératives. Le premier service qu'on a mis en place, c'est un logiciel qui est donc fourni aux coopératives et qui leur permet à la fois d'avoir une interface de e-commerce avec leurs clients, que ce soit B2B ou B2C. Et le deuxième, c'est de créer, de gérer les courses, c'est-à-dire que quand la coopérative reçoit la commande d'une course, qu'elle puisse l'attribuer à un livreur qui ensuite aura son trajet qui sera sur l'application, etc. C'est un logiciel qui est copié sur le modèle de celui de Deliveroo et on l'adapte au fur et à mesure des retours qu'on a des coopératives qui ont commencé à l'utiliser. Pour l'instant, il y a 5 coopératives qui l'utilisent, 2 en Belgique, à Bruxelles et à Liège, une à Bordeaux, une à Madrid et une à Lyon. Ça, c'est donc le premier service qu'on a mis en place et qui est déjà utilisé. Et ensuite, on a envisagé tout un tas d'autres services qui pourraient être utiles pour soutenir l'activité des coopératives, qui sont des services administratifs, des groupements d'achat, de la prospection commerciale. On travaille pas mal sur ce côté-là avec Olvo, qui est une future coopérative. Pour l'instant, c'est une société, mais qui va passer en coopérative. Qui à Paris, et donc on travaille notamment avec des élus pour essayer de les aider à trouver des marchés publics ou des subventions. Ensuite, on réfléchit aussi à des services de caisse de solidarité entre coopératives pour aider les coopératives qui se lancent et éventuellement les coopératives qui seraient en difficulté. Et on réfléchit aussi à des questions d'assurance, parce que c'est un sujet qui est très compliqué pour les coopératives avec qui on discute. C'est hyper difficile de trouver une offre assurantielle qui soit vraiment adaptée à leur activité. Et donc, comme je suis à la Maïf, s'il y a des oreilles qui m'entendent, ça peut éventuellement nous intéresser, on peut en parler. Et voilà, on envisage aussi, par exemple, de les aider à monter des dossiers de subvention et aussi à faire du lobbying institutionnel, c'est-à-dire à la fois pour favoriser la législation envers les coopératives, voilà, pour favoriser une législation qui serait favorable aux coopératives, et également, pourquoi pas, faire du lobbying dans le sens d'aménagement urbain qui serait du coup favorable à la livraison à vélo et leur permettrait de travailler dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Alors ça, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, parce que c'est le sujet des 2 autres intervenants. Je vais rebondir sur un terme qui a été utilisé, le dernier kilomètre. Donc, cette idée qu'on va pouvoir aussi travailler sur la logistique du dernier kilomètre, qui est souvent le plus complexe à mettre en place dans des grandes métropoles très denses et souvent très congestionnées. Ce que souligne le cas des livreurs vélo, mais ce n'est pas le seul cas, c'est qu'il y a des pratiques qui émergent et que parfois on ne voit pas forcément venir, qui peuvent avoir des aspects très positifs. En l'occurrence, sur le plan écologique, la livraison vélo, c'est une vraie opportunité à saisir pour les collectivités, qui dans le même temps posent des questions sociales, économiques. Comment l'élu, là je m'adresse à vous, monsieur Najdowski, comment l'élu, comment la ville essaye de s'emparer de ça avec cette question sous-jacente qui est le temps de l'action publique, puisque vous prenez un peu plus de temps forcément pour peser le pour et le contre, mais comment on gère ça? Oui. Alors avant de vous répondre, je vais peut-être traduire un peu les propos si bilingues que vous avez eus tout à l'heure. À propos de la bonne nouvelle, c'est le fait que le tribunal administratif a jugé aujourd'hui l'arrêté de piétonisation des berges de Seine et donc a validé l'arrêté qui a été pris par la maire de Paris. Et donc les berges vont rester piétonnes et cyclables. Et donc, ce qui explique peut-être donc le terme de bonne nouvelle que vous avez utilisé. Voilà, il se trouve par ailleurs que je viens des berges de Seine et où il y avait une petite fête improvisée qui était organisée. Et donc, voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur si mon propos est peut-être moins
moins clair que d'habitude, puisque j'ai déjà, on va dire, célébré cette fête. Voilà. Alors, ce propos liminaire étant terminé, je vais répondre à votre question. Qui souligne bien, au final, ces enjeux-là de tribunaux, de recours. Ils montrent bien aussi que le temps de l'action publique, il y a parfois du grain qui se met dans la machine. Le temps de l'action publique est un temps long, alors qu'on voit que le temps de l'économie et de l'innovation technologique est beaucoup plus rapide. Le temps de l'action publique, c'est des concertations. Donc, si on prend l'exemple du mandat municipal, puisque je suis un élu municipal, mars 2014, mars 2020. Donc on est élu en mars 2014. Pour ce qui est du vélo, on lance une concertation sur l'élaboration d'un plan vélo. Ce plan vélo 2015-2020 est adopté un an plus tard, en avril 2015. Il est voté à l'unanimité par le Conseil de Paris. Donc c'est déjà une année de concertation préalable avec l'ensemble des acteurs, usagers, mairie d'arrondissement, conseil de quartier, etc. Donc ça prend déjà un an. Ensuite, il faut faire des études. Donc une fois qu'on a arrêté le plan, faire des études, donc ça prend aussi du temps. Puis ensuite, il faut lancer des marchés avec des procédures d'appel d'offres, etc., etc. Et donc le temps est un temps véritablement long, d'autant qu'à Paris, on a aussi une organisation institutionnelle qui est un petit peu particulière. Il y a des institutions, la RATP, la préfecture de police, qui a un pouvoir important à Paris, les architectes des bâtiments de France, qui ont aussi un pouvoir, on va dire, de conservation du patrimoine, notamment dans des zones situées aux abords des monuments historiques, etc. Donc tout ça fait que c'est un temps long et le temps, en plus des travaux, peut être long lui aussi. Et donc on s'inscrit véritablement dans la durée, dans le long terme. Et ça prend du temps. Donc parfois, certains nous interrogent sur le fait que ça traîne et que ça prend plus de temps que ce qui était prévu. Le temps de l'innovation économique et technologique, lui, est beaucoup plus rapide, notamment avec le phénomène de l'ubérisation qu'on a vu s'accélérer ces dernières années. Alors l'ubérisation, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que, avec la révolution numérique, la digitalisation, le développement de plateformes numériques de pair à pair, c'est-à-dire en fait sans intermédiaire public, ce sont des services de mobilité privés qui se développent, eh bien ça se fait très vite à travers des applications qui sont très souples et qui permettent donc le développement très rapide d'un certain nombre de services de mobilité. Le premier service de mobilité qui s'est développé depuis une dizaine d'années maintenant sous cette forme-là, ce sont les VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur. On a vu que ça a percuté la profession des taxis et qu'il y a eu des frictions importantes qui ont amené à une loi, la loi Grand-Guillaume, qui essaye de réguler l'activité. Ça s'est traduit ensuite, cette ubérisation, par le développement de nouveaux services de mobilité partagés, des scooters électriques en libre service il y a 2 ans. L'année dernière, les vélos donc en libre service. Alors on a utilisé le terme de free floating, qui est un terme donc anglais, pour désigner en fait des systèmes de vélos sans station et sans borne, et donc qui posent aussi des nouvelles questions de où est-ce qu'on laisse les vélos, où est-ce qu'on les stationne, comment, quand ils sont soumis au vandalisme, quid, on va dire, de l'action de la municipalité. Et puis, plus récemment, là c'est le sujet prégnant que l'on a depuis quelques mois maintenant, c'est les trottinettes électriques avec 3 opérateurs qui se sont déployés dans Paris, sans que nous, collectivités publiques, n'ayons les moyens de réguler cette activité. Et aujourd'hui, on est assez démunis par rapport à une législation qui, en plus, sur la question des trottinettes, est assez floue sur quelle est leur place dans l'espace public, sur les trottoirs, pas sur les trottoirs, sur la chaussée, dans quelles conditions. Et donc, tout ceci va très très vite, beaucoup plus vite en tout cas que la réglementation et la législation. Donc, on en appelle, par exemple, sur le dernier cas, des trottinettes au gouvernement pour essayer de légiférer, de réglementer. Et puis sur la question que vous me posiez, à savoir la question des livraisons, la logistique, on voit aussi se développer cette logistique à vélo avec là aussi l'ubérisation, c'est-à-dire le fait que ces plateformes en fait font appel à des auto-entrepreneurs qui ne sont pas des salariés, donc ça pose aussi la question de leur statut social, des conditions dans lesquelles ces services sont fournis, et on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas satisfaisant parce qu'il y a une forme de précarisation de ces salariés. Donc derrière, je dirais, le vernis, entre guillemets, écologique de ces services fournis à vélo, il y a aussi la question sociale d'une précarisation de ces salariés. Donc c'est toutes ces questions qui sont face à nous et pour lesquelles aujourd'hui, en tant que collectivité locale et comme municipalité, nous sommes assez démunis en réalité. Et donc c'est en ce sens que l'on en appelle
au législateur pour réguler. Alors justement sur la question de la livraison et de ce deuxième versant de la pièce, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure quand vous nous parlerez aussi d'autres projets que vous avez chez Coop Cycle. Là, je voudrais vous donner la parole, Véronique Michaud. D'une part, parce que quand on parle régulation, je sais qu'une de vos missions du Club des villes et territoires cyclables, qui existe depuis bientôt 30 ans, presque 30 ans, et dont vous êtes secrétaire général, je ne l'ai pas dit, depuis 18 ans. Voilà, ça a presque 20 ans. Une de vos missions, c'est de faire évoluer aussi ce code de la route vers un code de la rue qui permettrait justement peut-être de régler plus efficacement certaines de ces problématiques posées par ces nouveaux modes de transport. Il y a aussi quelque chose pour lequel j'aimerais que vous nous présentiez un peu ce club, c'est qu'il n'y a pas que Paris dans la vie, entre guillemets, il n'y a pas que la région Île-de-France qui est une métropole qui a ses problématiques spécifiques, mais il y a aussi tout un ensemble de territoires qui sont concernés par le vélo, qui pourraient gagner à aussi intégrer le vélo et les modes doux, notamment des territoires périurbains, des territoires ruraux. Comment vous travaillez avec ce club pour faire se rencontrer des grandes villes, des villes moyennes, des petites villes, voilà, comment tous ces gens se mettent autour de la table et comment vous essayez de faire avancer le débat sur ces questions-là? Beaucoup de questions. Bonsoir à tous. Oui, donc Philippe a présenté ce réseau auquel appartient la ville de Paris, représenté par Christophe. Donc c'est un réseau de collectivités locales dans leur grande diversité. Au départ, les choses étaient plus simples, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, la question réintroduire le vélo en ville, c'était une question que se posaient une dizaine de villes, une dizaine d'élus, pour être très précis, qui étaient en charge des transports et qui étaient devant une feuille blanche sur ce sujet. C'est-à-dire qu'ils avaient la conviction que le transport public ne ferait pas tout, qu'il fallait absolument encourager le retour du vélo. Le vélo était encore un mode de déplacement du quotidien dans une seule ville, même pas agglomération d'ailleurs en France, qui était Strasbourg. Partout ailleurs, il avait disparu parce que le développement de la voiture, il s'est fait aux dépens du piéton et du cycliste, et vraiment aux dépens du cycliste. Donc cette question, elle était vraiment délicate pour cette poignée de villes qui se la posaient, et ces élus sont allés plutôt rechercher des exemples à l'étranger et sont revenus avec des solutions qui n'étaient pas dédiées vélo d'ailleurs, qui étaient plutôt des solutions favorables à... c'était vraiment l'esprit du code de la rue, déjà. Le premier slogan de ce réseau, c'était « Partageons la rue », qui permettait de circuler à vélo, non pas sur des espaces confinés, là où on laissait un petit peu de place au vélo, parce qu'après tout, il était gentil, mais il fallait le protéger, il fallait protéger le cycliste, mais des conditions satisfaisantes en ville. Donc la première chose à faire, c'était d'abaisser les vitesses, et de permettre cette cohabitation des modes, et permettre le plus possible au vélo d'aller partout, parce que par définition, à vélo, on va partout, on ne va pas juste dans le petit tuyau qu'on a bien voulu laisser aux cyclistes. Donc c'était une vraie difficulté. Les questions d'aménagement, elles ont beaucoup occupé ce réseau pendant tous ses débuts, enfin les premières années, parce que c'était là qu'il y avait vraiment une tension. Il fallait rééquilibrer l'espace public en faveur, là encore une fois, du vélo, du piéton, parce que ça marche ensemble. C'est à peu près à la même époque aussi qu'on introduit au Code de la route la zone 30, qui a dû être intégrée au Code de la route en 90. Et pendant longtemps, on n'en fait pas grand-chose d'ailleurs en France. Donc le rôle de ce réseau qui très vite s'est agrandi, pour donner quelques repères de taille, en 2001, quand je suis arrivée, il y avait 450 collectivités, il y en avait plus du double à la fin du mandat municipal 2001-2008, et puis aujourd'hui, si on se compte de la même manière, il y a 2000 collectivités. Donc c'est quand même un signe intéressant d'une prise de conscience un peu partout de la nécessité de faire avec le vélo, et pas juste de faire avec un peu le vélo à la marche, mais de le mettre vraiment au même rang que les autres modes de déplacement. Alors Philippe, vous insistiez sur la diversité. C'est vrai que la particularité des réseaux de collectivités en France, et de celui-là notamment, c'est la taille, effectivement, la diversité des territoires, donc de petites villes comme Créon, qui doit être une de nos plus petites villes, 4500 habitants à Paris. Tous les niveaux de collectivité sont en fait concernés par le développement du vélo. L'échelle régionale est importante parce qu'on se déplace effectivement que pas seulement dans un périmètre extrêmement restreint autour de chez soi, mais on combine des modes, donc on aborde des déplacements de plus grande portée. Donc cette diversité, elle est importante aussi parce qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut résoudre dans le développement du vélo, la question elle est bien posée en fait par l'introduction de Louison, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas qu'une affaire d'aménagement, c'est bien une affaire de vivre ensemble en ville, de services qui déboulent, comme vous le disiez, avec fracas et toutes les difficultés que vient de rappeler Christophe sur le plan social, mais quelquefois avec aussi des récits beaucoup plus heureux. On a beaucoup de professions aujourd'hui qui se développent et qui s'organisent en réseau
réseaux que vous connaissez peut-être, qui sont les boîtes à vélo, parce qu'il y a un grand nombre aujourd'hui de professionnels, d'artisans, pour lesquels le vélo, même si c'est pas intuitif, parce que les gens ont l'impression que dès qu'on transporte quelque chose d'un petit peu lourd, il faut absolument une voiture. Eh bien non, ces gens, ces artisans, ces professions trouvent aujourd'hui dans la solution vélo et puis dans toute la diversité du vélo. Je pense que le mot diversité, c'est vraiment le mot-clé, quoi. Tant des territoires que du vélo lui-même, qui est aujourd'hui devenu un vrai système, ou en tout cas, si on fait tous en sorte de le déployer comme tel, qui est un système qui peut rendre un vrai service à la mobilité, et à la mobilité du quotidien individuel, collective, et puis des professionnels. Donc on est vraiment dans une approche de service. Alors nous, notre façon effectivement de travailler au sein de ce réseau, c'est de profiter de cette diversité, la diversité des parcours, d'avoir l'avance, l'antériorité d'une agglomération comme Strasbourg, qui reste toujours en peloton, on va rester dans les métaphores cyclistes. Ils ont présenté le Tour de France aujourd'hui, le parcours 2019. Donc Strasbourg reste très en avance, loin devant la plupart des autres agglomérations en termes de part, de proportion des déplacements qui se font à vélo. Mais c'est intéressant de voir des aventures qui sont plus récentes et qui ont été aussi un peu étonnantes. Je pense par exemple au Grand Lyon, qui n'était pas la meilleure de nos agglomérations il y a un peu plus de 10 ans au niveau du réseau cyclable, et puis qui a vu elle aussi, qui a participé à l'introduction d'un nouveau service. C'est le premier grand système de partage en fait des objets, avec le vélo en libre service avant Paris, 2 ans avant Paris, avec Vélove à Lyon. Et à Lyon, on a fait un peu le vélo avant le réseau, comme disaient les élus à l'époque. Donc c'est cet usage d'un seul coup très important, très visible dans la ville du vélo et de ce que ça entraînait auprès des usagers qui ressortaient des vélos, qui s'équipaient, etc., qui a d'un seul coup entraîné aussi toute cette politique et accéléré avec toujours les mêmes difficultés quand même de faire coïncider des innovations et le temps de l'action publique, mais dans des villes. Donc cette diversité, elle est vraiment importante. Et juste pour terminer, Christophe Najowski, par exemple, préside le groupe de travail que nous avons. C'est une illustration de ce qu'on peut faire dans ce réseau, le groupe de travail sur le free floating, qu'on n'a pas vu arriver quand même. Ça, c'est vrai qu'il faut qu'on soit tous modestes. On s'est dit, nous, dans notre association, on était assez contents de faire un peu de prospective, de regarder ce qui se passait en Chine, etc. Et puis, paf, c'était quand même au mois d'octobre l'année dernière. D'un seul coup, Gobi Bike, qui est vite arrivé, mais vite reparti, est arrivé à Lille et Paris. Et on s'est dit, bon, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On a mis en place un groupe de travail. Et puis, on n'avait pas vu non plus les trottinettes arriver aussi vite. Et dans ce groupe de travail, on a les problèmes et les avantages de ces sujets-là. On a des collectivités qui nous disent comment faire pour éviter que ça déboule chez nous, et on a des collectivités qui nous disent, nous, on aimerait bien des systèmes de free floating parce que c'est de la location de courte durée, qu'on n'a pas de système de vélo en libre-service conventionnel. On va en reparler justement. Diversité. Je vous propose de continuer là-dessus. Lison Noël, on parle de prospective, on parle de se projeter. Est-ce que vous, du côté des livreurs vélo, et puis de tous les gens que vous agrégez autour, qui sont liés à la coopérative CoopCycle, est-ce que vous voyez émerger soit des demandes, soit des sujets qui vont vous intéresser plus particulièrement? Alors, on a évoqué la question du vélo cargo. Il y a aujourd'hui des déménagements qui peuvent se faire à vélo, des déménagements de particuliers, des déménagements d'entreprises qui peuvent se faire de quartier à quartier. On peut aussi parler de vélo familial. Comment vous abordez ces questions-là, qui sont peut-être pas directement liées à votre cœur d'origine, mais qui vous concernent d'une manière ou d'une autre, puisqu'on parle de dernier kilomètre aussi là-dessus? Alors le projet d'origine de CoopCycle, c'était vraiment de s'attaquer à la manière des plateformes qu'on connaît à la livraison de plats, donc la food tech. Et on s'est aussi rendu compte que pour que les coopératives soient viables, il fallait aussi qu'elles fassent autre chose. Et donc, elles ont pensé déjà toutes seules. Et ensuite, en les côtoyant, on a un peu revu notre façon de voir les choses à une diversification de l'offre de livraison. Et donc, il y a les coopératives avec qui on travaille. Certaines font de la food tech, se lancent, comme à Lyon, comme à Madrid et à Liège, mais les autres, pour l'instant, font plutôt de la livraison de fleurs, de journaux, de tous les colis qu'on peut imaginer. Et donc, c'est pas du tout effectivement. Et ils le font en vélo cargo voilà. Donc, c'est effectivement une diversification possible, et on peut imaginer presque tout livrer. Même des Olvo à Paris livrent des matelas, par exemple. Donc, ça semble assez incongru, mais voilà, ils y arrivent. Sauf si vous voulez prendre la parole librement, mais je sais que vous êtes un ancien aussi militant du vélo. Depuis les années 90, vous êtes engagé en faveur du vélo.
c'est quoi au final? Est-ce qu'on pourrait synthétiser à quel point le vélo peut être une opportunité à saisir pour les collectivités? Puis aussi, alors on peut signaler les travaux de Frédéric Errand, qui n'est pas là, mais qui a réalisé une histoire du vélo en France. Et le livre est disponible dans la bibliothèque de la Maïf si jamais vous voulez y jeter un œil. Mais on sait que le vélo a été très fort pendant une période, qu'il a disparu des radars avec l'automobile, notamment après-guerre. Mais aujourd'hui, on est en train de redécouvrir un peu ces vertus. C'est quoi les vertus du vélo, si on résumait aujourd'hui, dans des villes denses, très congestionnées, etc. Oui, vous avez tout à fait raison d'ailleurs de parler de renaissance du vélo, parce que le vélo était présent en fait avant, je dirais, la massification de l'automobile. Il a quasiment disparu dans les années 70 pour ensuite revenir un petit peu, être assez marginal. Et puis on voit maintenant, et je suis particulièrement frappé de voir par exemple depuis cette rentrée, depuis septembre, à quel point eh bien, la pratique cycliste augmente de manière importante. Donc on peut parler d'un véritable retour de la bicyclette. D'ailleurs c'est le titre du livre de Frédéric Errand qui était paru en 2014 et dont je vous recommande aussi chaudement la lecture. Il y a un potentiel en fait énorme pour le vélo dans nos villes, dans nos territoires, que ce soit les territoires urbains, périurbains et même ruraux. Parce que beaucoup des déplacements qui sont effectués au quotidien sont des déplacements de courte distance. Alors je dis beaucoup, évidemment pas tous, mais quand même une grande partie. Une étude du CEREMA, le CEREMA c'est un bureau d'études qui dépend du ministère des Transports, qui s'appelle le CERTU avant, maintenant donc CEREMA, a montré qu'en agglomération, c'est un chiffre français, hein, donc c'est même pas parisien, mais en agglomération, 40% des trajets qui sont effectués en voiture font moins de 3 km. Donc c'est des trajets qui pourraient tout à fait être faits avec d'autres modes de transport, le transport collectif, mais aussi le vélo. Et donc il y a un potentiel de report modal en fait qui est énorme. Et donc ça veut dire faire en fait donc ce que d'autres pays ont fait avant nous finalement. Si aux Pays-Bas, si au Danemark, on a des parts modales aussi importantes en matière de vélo, c'est pas parce qu'ils sont génétiquement différents ou culturellement différents de nous, c'est qu'ils ont eu des politiques volontaristes dès les années 70 ou dès les années 80 pour remettre à sa place la voiture individuelle et puis avoir donc des politiques pro-vélo qui font qu'aujourd'hui, dès le plus jeune âge, les enfants et toutes les catégories sociales et toutes les catégories d'âge pratiquent le vélo et que ça ne fait pas débat. On a encore aujourd'hui ce débat aujourd'hui. On voit à quel point, par exemple, on nous dit oui, mais effectivement, mais quand vous avez des charges, comment vous faites? Quand vous avez des enfants, comment vous faites? Bon, on nous disait il y a encore pas très longtemps, mais moi je suis plombier, comment vous faites? Eh ben, on a un cycloplombier qui développe ses activités aujourd'hui. Donc il y a la preuve aussi que on peut faire autrement et que le vélo aujourd'hui est un mode qui est parfaitement adapté au déplacement urbain. C'est un mode qui est rapide, qui est non polluant, qui est économique, donc il coche, je dirais, toutes les cases. Il est bon pour la santé en plus. Vraiment, voilà, il n'a que des avantages. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un rôle de la part des collectivités locales, de la part de l'État, et en ce sens, le fait qu'il y ait un plan national vélo qui a été très fortement porté par les associations, en particulier la FUB, qui est la Fédération des usagers de la bicyclette, qui a fait beaucoup pression auprès du gouvernement pour obtenir ce plan, c'est un point d'appui aussi, puisque ça va permettre de financer des projets, parce que bon, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Il faut des infrastructures pour le vélo. Aujourd'hui, ce qui manque, ce sont des infrastructures, c'est-à-dire des aménagements cyclables, continus, sécurisés. C'est ce qui ressortait d'ailleurs aussi de l'enquête qu'on avait fait sur l'élaboration du plan vélo parisien il y a quelques années. Et quand on a ça, eh bien, on voit apparaître tout simplement, je dirais, des cyclistes. Il y a un adage, je ne sais pas si c'est celui d'un architecte ou d'urbaniste qui dit faites des aménagements routiers, vous aurez des automobilistes, faites des pistes cyclables, vous aurez des cyclistes. Et on le voit effectivement, quand on fait des aménagements qui favorisent la pratique, eh bien, on a cette pratique que l'on peut constater dans nos rues. Peut-être prolonger sur cette question. Oui, prolonger, c'est vraiment sur la part modale. Il ne faut pas oublier que finalement, c'est pas si vieux. Hein. Le vélo, c'était 25-30% des déplacements dans les années 50, enfin juste après la Seconde Guerre. Donc on va revenir vers ça. Bon, l'objectif du plan national vélo, c'est multiplier par 3 cette
part modale, donc la part du vélo dans l'ensemble des déplacements, avec des grandes disparités selon les territoires. Mais quand on regarde la France entière, c'est 3%, c'est pas beaucoup, donc on vise 9% à horizon 2024, horizon des Jeux Olympiques. Voilà, il faut se fixer un cap. C'est la première fois qu'on se fixe un objectif quantifié. Comme vous avez rappelé que je suis là depuis longtemps au club, c'est pas faute d'avoir essayé précédemment sur des plans nationaux, parce que la particularité en France, c'est qu'on a souvent eu des plans nationaux vélo, mais qui étaient non dotés financièrement, qui avaient zéro objectif quantifié, donc c'était vraiment incantatoire. C'était quand même vive le vélo et charge aux collectivités de faire des choses. Alors effectivement, les collectivités, elles ont vraiment un rôle, elles sont en première ligne. Mais elles sont confrontées aujourd'hui, et c'est peut-être la chance du vélo quand même, quelque part, à de grandes difficultés économiques. Donc elles sont obligées de faire des choix. Je pense que moi j'ai connu une époque où quand même, pas très ancienne, où dans des collectivités, notamment dans des villes de taille moyenne, on disait mais le réseau de transport public aujourd'hui, de transport collectif, le réseau bus, pour parler français, il n'est pas terrible, mais il va s'améliorer et on va... Alors on continue de faire de l'étalement urbain, puis on promet aux gens que le lotissement qui n'est pas du tout relié par du transport collectif va l'être un jour, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une promesse qu'on ne peut pas faire dans les collectivités, parce qu'on sait que ce n'est pas vrai, qu'il n'y aura pas l'argent pour déployer du bus partout, ou pour rêver à des systèmes de tramway, que beaucoup de collectivités aimeraient quand elles ne les ont pas encore. Mais voilà, donc on est confronté quand même à une tension des finances locales qui fait qu'on regarde autrement aussi la solution vélo. Ça apparaît... Je pense important de le rappeler. Et puis, Christophe Najowski a abordé la question, vous l'aviez abordée en introduction, du périurbain, c'est-à-dire, est-ce que c'est partout pareil? Non, dans la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la part des déplacements à vélo, elle dégringole à mesure qu'on s'écarte des centres des grandes villes. Donc même quand on prend une agglomération comme Strasbourg, on voit que plus on quitte l'hypercentre de Strasbourg, plus la part des déplacements à vélo est plus faible. C'est quand même une des agglomérations où elle ne s'effondre pas totalement. Dans une grande majorité d'agglomérations, le vélo, il disparaît à mesure qu'on s'éloigne quand même de la ville-centre, de la ville dense. Donc là, il y a un boulot énorme. Il y a un travail aussi, dont ce qu'on nomme le périurbain, parce que c'est quand même la spécialité française, c'est d'avoir critiqué l'étalement urbain pendant 30 ans, et pendant 30 ans d'avoir continué à en faire en couche mince, et en disant après, ça pose des problèmes, parce qu'il y a du coup un éloignement entre les différentes fonctions, habiter, travailler, consommer, etc. Et que finalement, la voiture, c'est le mode de déplacement le plus efficace pour se déplacer et rejoindre ces différentes fonctionnalités. Et là, ça reste difficile. Alors, la stat, elle est vraie que même dans le périurbain et le rural, la moitié des déplacements en voiture font moins de 5 km. Ça devient un peu plus compliqué quand on dit ça. Alors, par exemple, là, je pense qu'on est devant une assemblée de gens qui habitent à Paris, je suppose, et dans la première couronne, avec un très bon réseau de transport public, avec un plan vélo à Paris. Moi, j'habite la proche banlieue, mais ça s'améliore. Enfin bon. Souvent, quand on va parler vélo dans des territoires moins denses, on a dans l'assistance des gens qui sont, ce que par exemple les collectivités adhérentes de notre réseau nous disent, des gens qui sont convaincus sur le fond, mais qui disent oui, mais la réalité, elle est quand même extrêmement difficile. C'est très décourageant parce que les vitesses sont importantes, le réseau de voirie, il est fait pour la voiture. Cohabiter avec la voiture à la vitesse à laquelle elle se déplace, c'est quand on voit que le 80 km/h fait encore hurler les gens, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail. Ne parlons pas des camions, etc. Donc en fait, il y a quand même une vraie difficulté sur ces territoires. Et puis les déplacements qui sont souvent... Quand on raisonne comme ça, on part des déplacements, on oublie que souvent on fait des déplacements en boucle. C'est-à-dire qu'on part de chez soi, puis on en dépose éventuellement un enfant à l'école, surtout dans ces territoires-là, en voiture, puis après on va travailler, puis après on va faire des courses, etc. Et qu'il va falloir effectivement encore de la pédagogie et des efforts sur les aménagements. Et grâce à, pour la première fois, une dotation de l'État, même si on aurait voulu qu'elle soit plus importante, elle est quand même intéressante pour réaliser des aménagements qui vont rendre des vrais services, c'est-à-dire qui vont supprimer des coupures importantes, permettre de réaliser des aménagements qui vont sécuriser le déplacement à vélo, notamment dans ces territoires. Ça, on va en parler. Vu que vous vous êtes adressé à notre audience, je vais vous proposer pour le quart d'heure qui reste
de vous donner la parole. Si vous avez des questions justement sur votre vécu vélo, est-ce que vous êtes cycliste ou non? Est-ce que vous êtes vélo-taffeur, comme on dit? Est-ce que vous utilisez des services de livraison vélo pour vous faire livrer des fleurs ou des médicaments? Première prise de parole. Voilà. N'hésitez pas à vous lever. Et puis, Alors une petite précision d'abord sur les Pays-Bas. Les Pays-Bas n'ont pas véritablement choisi le vélo. C'est la crise pétrolière de 73. Ils ont une position beaucoup plus radicale. Et donc, si vous voulez, c'est devenu culturel parce qu'il y avait une pression économique énorme. Donc on ne peut pas prendre comme exemple. Et c'est un pays qui est plat. La fameuse plaisanterie, jeter un Hollandais dans l'eau, vous revenez 5 ans plus tard, il fait du vélo au même endroit. Bon. Ce que je voulais dire, c'est on parle vélo. Alors on va commencer par parler du vélo lui-même. Quand vous voyez les vélos qui sont en vente, qui sont en circulation, le nombre de vols de vélos, la qualité des vélos, l'inconfort des vélos, ça serait peut-être la première chose, c'est éventuellement de mettre une immatriculation qui rende le vol de vélo beaucoup plus difficile. Ça serait quand même beaucoup plus intéressant que de faire une piste cyclable qui va faire 5 km et qui va déboucher sur une autoroute. Alors, pour les coopératives, n'importe comment, on est en train de les sociétés de type qui se développent actuellement sont en train de remplacer le contrat de travail, tous les contrats de travail par la CGU. C'est clair, quand vous prenez un billet de train, vous faites le travail de quelqu'un, vous n'êtes pas rémunéré, mais vous le faites. Donc ça, il va falloir s'y attendre. Et la logistique du dernier kilomètre, on peut quand même essayer d'arrêter d'atomiser nos consommations. Alors peut-être, puisqu'il y aura probablement des questions qui vont aller dans le même sens, je vous propose une deuxième question et puis ensuite, CoopCycle répondra et puis après on parlera de cette question du vol de vélo. Vous avez parlé du plan vélo et bon, nous circulons à vélo essentiellement, et même uniquement, on n'a pas de voiture. Oui, moi ce que je voudrais savoir c'est quelle est la part du budget imparti pour l'entretien des pistes cyclables existantes, parce que c'est tellement mauvais à Paris, excusez-moi de vous le dire, mais on passe dans des endroits qui manifestement n'ont pas été entretenus depuis des décennies. Je ne parle même pas du ménage, parce que je ne sais même pas s'il y a des véhicules qui passent pour nettoyer les caniveaux ou les endroits où circulent les vélos. Donc je pense que ça serait déjà un premier point. Est-ce que vous pourriez mettre sur pied un site sur lequel les gens pourraient se connecter et vous signaler déjà, par exemple, les nids de poules, les endroits où la traversée du carrefour est tellement dangereuse que... bon, ce soir, par exemple, nous passons très régulièrement à la Concorde. La Concorde, le soir, c'est infernal. Alors peut-être que du coup, on va laisser déjà les trois intervenants, parce que je pense que chacun a quelque chose à dire sur les deux questions qui ont été posées. Puis après, pour les questions suivantes, n'hésitez pas aussi à sortir de Paris, puisqu'on a la chance de pouvoir avoir un panel de gens qui représentent des territoires très divers. N'hésitons pas à sortir de Paris et pour interroger la question du vélo. Peut-être lisons sur les coopératives. Évidemment qu'il faut sortir de l'atomisation du travail et des travailleurs et des travailleuses. C'est exactement ce qu'on veut faire en fait, parce que les coopératives qui seront adhérentes à CoopCycle seront des coopératives qui salarient leurs livreurs et livreuses. Et donc on sort du travail à la tâche, qui devient la normalité, pour revenir à cette grande institution qui est le salariat, et qui permet aux gens d'avoir une protection sociale décente et des horaires de travail définis, là, dans le cadre de la coopérative, collectivement, etc., de manière démocratique. Et puis voilà, protection sociale, horaires, conditions de travail. Parce que voilà, ça, c'est quelque chose que vous avez dit, mais je le répète, c'est vrai que la question du salariat est une condition pour adhérer à CoopCycle. Oui, exactement. En fait, on est en train de fixer un taux parce qu'on se rend compte aussi que les coopératives ont quand même encore besoin d'utiliser des auto-entrepreneurs pour les moments de rush. Mais globalement, il y aura un pourcentage sous lequel, un pourcentage de salariés sous lequel les coopératives ne pourront pas adhérer à CoopCycle. Enfin, c'est vraiment, on crée un outil numérique et un ensemble de services qui peut être approprié par beaucoup de coopératives, mais on met quand même des barrières à l'entrée qui sont donc le fait d'être une coopérative et de salarier ses salariés et ses travailleurs et travailleuses. Sur, par exemple, l'immatriculation, je sais qu'elle a été annoncée, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font. C'est pas une immatriculation, c'est un marquage. C'est le marquage, voilà. Véronique, non, mais tu n'es plus calée. Oui. Oui, évidemment, il faut lutter contre le vol. C'est la première fois aussi
que dans le cadre de ce plan national vélo qui a été présenté au mois de septembre, la question du vol est abordée. Alors, la solution n'est pas l'immatriculation. Il y a effectivement eu une télé, hein, c'est BFM TV, qui a lu un peu vite le projet de loi. Il faut dire, lire un projet de loi, ça ne doit pas leur arriver tous les jours, mais là, du coup, ils l'ont lu un peu vite et ils ont retenu qu'il y aurait immatriculation, carte grise, qu'il faudrait la présenter dès qu'on est contrôlé, etc. Et ça, le monde du vélo n'en veut pas. Alors, la solution qui est proposée est quand même assez ambitieuse, puisque jusqu'à présent, il y avait un système de marquage des vélos. Quand les vélos sont marqués, ça permet déjà, quand on les retrouve, de les restituer à leurs propriétaires. Quand ils ne sont pas marqués, on ne peut pas. Donc il existe aujourd'hui plusieurs systèmes de marquage, et l'idée, c'est de faire une grande base de données, en fait, qui regroupera toutes ces identifications, et surtout qu'il y ait une identification dès la source, c'est-à-dire que par les metteurs sur le marché, les vélos neufs soient marqués, et qu'ensuite les vendeurs professionnels, avec un délai d'1 an supplémentaire, marquent tous les vélos qu'ils vendent. L'idée, c'est quand même aussi d'inciter ensuite, par exemple, si vous revendez votre vélo, de le marquer, de donner la garantie à la personne à qui vous allez le vendre que vous ne vendez pas un vélo que vous êtes allé faucher la veille. Donc ça va être aussi une dynamique vertueuse. Alors c'est pas l'immatriculation, mais c'est quand même un système national. Est-ce que ça va sur le... Je pense. Ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il y a d'autres questions. Peut-être qu'il y avait une intervention de monsieur sur la question de l'entretien, des aménagements, pour dire que, rapidement, on fait cet entretien sur les aménagements cyclables. On est aussi dans un contexte, comme tout le monde le sait, de diminution des ressources financières des collectivités locales. Et Paris n'échappe pas à la règle, même si Paris est la capitale de la France et que c'est une ville qui a un potentiel financier plus important que la moyenne. Malgré tout, on est aussi confronté à ces questions. Pour autant, il se trouve aussi que l'hiver dernier, on a eu un hiver assez rude, et donc il y a eu l'apparition de beaucoup de nids de poules qu'on peut dénombrer en milliers à Paris. Il y a eu un plan de résorption des nids de poules qui a été réalisé au printemps et jusqu'à l'été. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne sais plus trop où on en est, mais en tout cas, il y a ce travail qui se poursuit. On essaie aussi de changer culturellement les choses par rapport aux services de propreté, c'est-à-dire que la question quand on évoque la question de la culture vélo, elle n'est pas forcément, je dirais, partagée par tous les services. Donc, ça veut dire qu'on a aussi ce travail, je dirais, auprès des autres services, notamment ceux de la propreté, pour leur dire qu'il faut aussi passer dans les aménagements cyclables pour enlever les feuilles mortes ou nettoyer tout simplement pour faire ce qu'on l'on fait également pour les voies des véhicules motorisés. Et sinon, si vous constatez un dysfonctionnement dans l'espace public, je fais une petite page de pub, pour l'application Dans ma rue, que vous pouvez donc télécharger si vous avez un smartphone, qui permet donc de signaler toute anomalie dans l'espace public, et ensuite c'est transmis directement à une salle de régulation et de commandement qui est située pas très loin de l'hôtel de ville et où les anomalies sont traitées. Et si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez toujours utiliser le téléphone, donc le 3975, où on peut aussi signaler ces anomalies donc à ce service qui va traiter les questions. Alors juste, Michaud va juste faire une petite aparté. Et puis après je fais très vite, mais le monsieur avait évoqué un point qui est quand même très important, c'est l'état des vélos en France. On parlait des Pays-Bas. C'est vrai que la grande distribution, les grandes surfaces alimentaires ont fait beaucoup de mal dans les années 70, 80, 90 même encore, en mettant sur le marché des vélos de très mauvaise facture, pas chers. Donc dans l'idée des gens, s'est installée l'idée qu'un vélo, c'est pas cher. Sauf que les gens achetaient des vélos qui n'étaient pas réparables ensuite. Donc on revient de loin. Donc en France, on est en train de remonter en gamme, pas seulement pour le plaisir de vendre des vélos à un prix moyen plus élevé chaque année, pas seulement pour faire plaisir aux constructeurs et aux distributeurs, mais parce que c'est aussi une question de confort, de sécurité et d'avoir un vélo adapté. Mais on revient de loin en France parce que franchement, voilà, le vélo, ça devait être quasi gratuit et on a des vélos de mauvaise facture. C'est un mot d'ordre, c'est qu'au final, sur le vélo, on revient de loin sur beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de choses encore à faire progresser. Je vais céder la parole encore. Merci. Deux constats qui vont rejoindre l'idée de diversité. C'est qu'un vélo, ça roule, mais il y a aussi des moments où ça ne roule pas. Et qu'est-ce qu'on fait des vélos quand ils ne roulent pas ? Combien il y a d'immeubles qui n'ont pas de local à vélo ? Qu'est-ce qu'on fait de l'équipement du cycliste quand le cycliste est arrivé à l'endroit où il devait aller ? Combien y a-t-il d'endroits où il n'y a pas de casier pour mettre les casques ? Moi, mon casque, là, est dans mon sac. Voilà. Donc, j'ai un grand sac que je trimballe pour mettre le casque dedans.
Et par ailleurs, pour rejoindre aussi le sujet de diversité des usages, et c'est aussi le sujet des livreurs en vélo, il y a des gens qui utilisent le vélo pour se déplacer pour travailler. Moi, je m'en sers pour aller en réunion. Je prévois mon temps de trajet. Je ne suis pas dans une pratique de vélo loisir, et certaines infrastructures, quand on voit des chicanes, des traversées de carrefour où il faut s'arrêter à 5 feux rouges si on veut traverser le carrefour en toute sécurité, ben on finit par passer avec les voitures, comme le font très souvent les coursiers qui, malheureusement pour ceux qui ne sont pas salariés d'une coopérative, sont encore payés à la tâche et sont donc, alors eux pour le coup, à rogner sur les délais autant qu'ils peuvent. Donc je pense que c'est deux axes de progrès, le vélo quand il ne roule pas et l'équipement du cycliste quand il ne roule pas, et prévoir que certains vélos taffent, et pour certains, rouler, c'est un métier. Je me lève. Donc, bonjour à tous. Pour rebondir sur le vélo taf, est-ce que dans le plan de votre cadre, dans le plan national pour le vélo, est-ce que vous avez prévu que les entreprises payent des subventions pour les vélos taffeurs, justement, au même cadre que ceux qui font du 50% pour les transports, etc. Est-ce que c'est prévu, ce genre de choses? Vous voulez qu'on réponde tout de suite? Oui, peut-être. L'indemnité kilométrique vélo existe déjà, facultative, pas depuis très longtemps. C'est la loi transition énergétique qui l'a introduite. Et dans le plan vélo, le gouvernement a voulu simplifier le dispositif, parce qu'il paraît que les entreprises le trouvaient trop compliqué. Donc en fait, il y a un forfait qui peut être de 200 à 400 euros pour si l'entreprise veut que cette somme soit défiscalisée. Ça n'empêche pas un employeur de rembourser par an, pas par mois, de rembourser jusqu'à 1 000 euros par an s'il le souhaite. Mais il paiera des cotisations salariales et patronales sur les sommes au-delà du plafond de 400 euros. Donc ça va être mis en place le temps de la mise en place, de l'adoption du décret, etc. Donc, mais facultatif toujours, malheureusement, malgré ce qu'on a demandé dans les entreprises privées. Et en revanche, l'État va montrer l'exemple et le mettra en place dans la fonction publique. Et des collectivités le font. Voilà. Donc, la ville de Paris est aussi un employeur, et donc l'indemnité kilométrique vélo pour les agents de la ville de Paris va être mise en place à partir du 1er janvier 2019, donc avec un plafond pour l'instant à 200 euros, mais en anticipation du dispositif de l'État, puisque a priori le dispositif de l'État devrait intervenir seulement à partir de 2020. Donc voilà, mais on amorce en quelque sorte la pompe, si je peux dire. Peut-être pour répondre également à madame sur la question de l'ensemble de l'écosystème vélo, parce que le vélo, c'est effectivement, il faut y penser quand on le stocke chez soi, ou en tout cas à proximité de son domicile, quand on circule avec, et ensuite quand on va à destination. Dans le plan vélo, on a aussi tout un volet qui concerne le stationnement sécurisé, notamment à domicile. Alors, par exemple, on finance les copropriétés qui installent des locaux à vélo, où on finance jusqu'à 50%, du montant de l'investissement nécessaire pour la création des locaux à vélo, avec toute la difficulté qu'on connaît, c'est-à-dire que souvent les copropriétés, il faut avoir l'unanimité des copropriétaires, donc c'est pas toujours simple. Voilà, mais en tout cas, on fait cela. On a lancé un appel d'offres pour ce qu'on a appelé des vélo-box, c'est-à-dire des cages sécurisées dans lesquelles on pourra déposer ces vélos, tel que ça existe dans d'autres villes. Normalement, c'est pour l'été 2019. Et puis, on travaille aussi sur la question du stationnement à destination, c'est-à-dire par exemple sur le lieu de travail. Sur toutes les constructions neuves, maintenant, il y a l'obligation de faire des locaux à vélo vastes. Et puis, on incite aussi, mais là, ce n'est pas une responsabilité directe de la ville, c'est ce qu'on appelle les plans de mobilité. On incite aussi les entreprises à faire des locaux vélos à travers leur plan de mobilité. On travaille aussi avec la SNCF, la RATP, pour faire des dispositifs de stationnement sécurisés dans les gares. Voilà, donc on essaye donc de favoriser tout ceci, l'ensemble de la chaîne, sachant que la circulation effectivement est importante, mais il y a aussi tout le volet stationnement qui est important lui aussi. On va avoir une dernière question, puisqu'après il y a une performance artistique, donc je vais laisser la parole. Et donc je vais être bref. Voilà. Bonsoir à tous. Concernant le free floating, vous avez indiqué qu'il y avait un groupe de travail et je sais que la ville de Paris a passé aussi une charte avec certaines sociétés. Sur les trottinettes qu'on voit apparaître, on voit que les sociétés n'ont pas pris en compte en interne la recharge des trottinettes et donc font de l'ubérisation de la recharge en profitant de la précarité ambiante, et on voit ce qu'on appelle maintenant des chargeurs
On voit des gens sur scooter qui embarquent 3-4 trottinettes dans des camionnettes, ce qui pose des questions de sécurité, aussi d'environnement, parce que c'est censé être quelque chose d'un peu durable, mais après, c'est des véhicules thermiques qui s'occupent de tout ça. Enfin, c'est la loi de la jungle. Est-ce que vous prenez ça en compte dans la charte, dans votre groupe de travail et dans les préconisations qui pourraient être portées auprès du gouvernement? Et sur l'occupation de l'espace, où c'est aussi un peu l'anarchie, je sais qu'il y a une société danoise de free floating vélo qui a un modèle où il prévoit des stations, enfin c'est un marquage au sol où on vient redéposer son vélo. Ce ne serait pas le bon compromis entre la souplesse et l'apport que peut apporter ce type de solution et la gestion de l'espace public et de la rareté de l'espace public? Je vais vous laisser répondre librement, mais je pense que c'est exactement de commencer par CoopCycle, et puis après, que ça soit aussi l'occasion pour vous d'avoir un mot de conclusion sur cette dernière question, à la fois en réponse et puis en Alors, sur ouverture. cette dernière question, je n'ai pas du tout l'expertise parce que les trottinettes, déjà je ne suis pas livreuse moi-même et en plus les trottinettes, non, mais je peux rebondir sur la question de madame tout à l'heure, en tout cas sur la remarque que vous avez faite, vous avez tout à fait raison sur le fait que livrer à vélo c'est dangereux dans les conditions actuelles, en tout cas des livreurs des plateformes, parce que et quand on est payé 5 € la course, on a évidemment l'envie d'en faire le plus possible et donc on se met à rouler de manière dangereuse et inconsidérée. Et donc c'est pour ça que nous, on promeut des coopératives qui emploient leurs salariés et qui les paient à l'heure et non pas à la tâche. Et ça leur permet de travailler de manière plus sereine et de ne pas se mettre en danger. Donc au-delà d'envisager des aménagements urbains pour garantir la sécurité, il y a aussi la façon dont on travaille qui est importante. Oui, sur la dernière question évoquée, celle des trottinettes électriques en libre service, c'est le dernier avatar de l'ubérisation, et peut-être poussé d'ailleurs à son extrême, parce que vous évoquiez la question de la recharge, qui est non pas effectuée par les opérateurs eux-mêmes, mais qui est déléguée en fait à des... comment appeler ça, des espèces de coopérateurs extérieurs qui en fait vont être payés à la tâche et qui vont faire cette recharge de nuit chez eux, à leur domicile. Et donc ça veut dire que, et en plus, donc avec des règles, on leur dit il faut venir récupérer les trottinettes à 22h, il faut les avoir disposées avant 7h du matin à tel et tel endroit, et donc c'est du travail de nuit. Voilà. Donc on est vraiment dans une forme de dérégulation poussée à l'extrême, ce qui nécessite en fait un travail de régulation législatif, réglementaire, donc au niveau national. On voit bien qu'une collectivité ne peut pas malheureusement faire ce travail. Alors nous, dans le cadre de la charte, on essaye de mettre, je dirais, des règles, mais on ne peut pas aller aussi loin que ça et être aussi prescriptif que ce qu'on souhaiterait. Donc on va être plutôt, on va dire, dans une première forme de régulation, mais souple, parce qu'on ne peut pas aller aussi loin. Mais par contre, ce que l'on demande au gouvernement, c'est de pouvoir, dans la future loi d'orientation sur les mobilités, pouvoir faire en sorte que les collectivités locales, donc Paris, ou les autorités organisatrices de la mobilité, souvent qui sont à l'échelle métropolitaine et qui sont à l'échelle régionale en Ile-de-France, puissent accorder des licences d'exploitation et donc autorisent ou pas les opérateurs à faire leur activité, avec dans ce cas-là un cahier des charges dans lequel il y aura des prescriptions qui diront voilà les conditions sociales, voilà les conditions environnementales dans lesquelles vous pouvez faire votre activité. Ce système, il existe aux États-Unis. On a vu par exemple à San Francisco, la mairie de San Francisco a interdit les pratiques de certains opérateurs de trottinettes électriques, a mis un cahier des charges et elle a limité à 2 opérateurs avec vraiment un cahier des charges très strict sur la façon dont ça pouvait se mettre en place, se réguler, parce que c'est aussi la condition, je dirais, de l'acceptabilité sociale de ces nouvelles formes de mobilité, parce que le risque, c'est qu'on ait un rejet même, parce que quand on voit débouler sur les trottoirs des gens à grande vitesse et qu'on voit une pratique qui n'est pas régulée, ça pose aussi la question après du rejet par la population elle-même de ces pratiques. Donc il y a vraiment tout un cadre à construire pour avoir une régulation qui mette, je dirais, l'humain au cœur et pas simplement l'argent et le profit. Est-ce que, Véronique Michaud, vous voulez le mot de la fin? Moi, ce qui me vient surtout, c'est que là, on est parti du vélo, on a parlé aussi du piéton, qui était important, de toutes ces glisses, trottinettes, overboard, gyropodes qui émergent. C'est quoi? Comment le
club des villes et territoires cyclables va aussi peut-être un jour devenir le club des villes roulantes, mais roulantes de manière douce et apaisée. C'est quoi l'horizon? En tout cas, c'est déjà un peu le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de club des villes qui marche. Et dès l'origine de ce réseau, ces questions de mobilité, on dit plus active que douce, finalement. Parce que ce qui est doux en France, c'est toujours un peu décrédibilisé, enfin discrédité. Donc, c'est déjà au sein de ce réseau que ces questions sont beaucoup apportées. Parce que c'est des modes qui font appel au corps et à l'activité endogène, comme aurait dit Ivan Illich. Mais ça, c'est vraiment des questions qui vont être de plus en plus débattues, parce que c'est vrai que c'est une bonne chose que le corps serve à nouveau à quelque chose, à se transporter, et à transporter, il ne servait plus à rien. Je crois que c'est Baudrillard qui disait c'était le cadavre dans le placard, mais je trouvais ça drôle parce que c'est vrai qu'on avait un corps, et puis bon. Et donc, ces questions, elles vont devenir vraiment de plus en plus importantes. Mais justement, ça pose la question du corps à tous les âges de la vie, des enfants sur les trottoirs, des personnes vieillissantes, des personnes qui ne sont pas forcément valido-valides et qui doivent... pour lesquels on doit avoir encore plus d'attention et qui n'ont pas forcément un handicap visible, mais qui supporteront encore plus difficilement qu'on les frôle à vélo, en trottinette, etc. Donc il y a vraiment du ménage à faire, quoi. Les questions d'aménagement, c'est souvent faire le ménage. La question de la régulation, elle est importante. C'est pas sûr qu'on ait tout à fait ce qu'on demande dans la loi d'orientation des mobilités telle que c'est parti, parce qu'on sent que le gouvernement est un peu rétif à l'idée de licence et de régulation, trouvant que la libre entreprise est quand même à encourager. On va le résumer comme ça. Néanmoins, la loi, elle sera débattue, elle va être examinée au Parlement, donc c'est quand même un temps de travail pendant lequel les parlementaires déposeront des amendements. Et allez voir aussi vos députés et sénateurs pour les inciter à faire passer justement les idées qu'on évoque aujourd'hui et résister peut-être à un mouvement qu'on n'appelle pas forcément de nouveau. C'est important. Et peut-être pour illustrer ça, dire que là en ce moment on est en train de discuter le budget à l'Assemblée. La première partie a été votée. Et sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a 2 jours, un député, Mathieu Orphelin, qui intervient beaucoup sur les questions de vélo, a déposé avec d'autres députés, on parlait tout à l'heure du forfait mobilité, des aides que peuvent apporter les entreprises, enfin les incitations économiques à l'usage du vélo. Et là, c'est un amendement qui vise à faire évoluer la prime à la reconversion, enfin la prime à la casse quoi, de la voiture, pour financer également un vélo. Et donc, il faut espérer que cet amendement va être adopté. Ce qui est parfois un peu décourageant, c'est de voir les niveaux de commentaires que le tweet de ce député a attiré sur Twitter par des gens qui considèrent que quand on donne un avantage de plus, on leur retire quelque chose à eux. Or, ils ont toujours la liberté de se déplacer en voiture. Mais on sent vraiment qu'il y a encore des résistances. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des textes, notamment une grande loi d'orientation des mobilités qui reprend la loi d'orientation des mobilités des transports, qui s'appelait Transport. Justement, c'est une évolution qu'on passe de transport à mobilité de 82. Donc c'est un texte qui sera en discussion au Parlement en début d'année. C'est vraiment un temps qui va être important pour faire bouger les choses. Je vais devoir vous arrêter puisqu'on a une performance artistique qui va venir. La morale, c'est quand même que n'allez pas lire les commentaires sur Twitter, mais par contre, tous les intervenants sont présents sur Twitter si vous voulez suivre leur actualité. Le Maïf Social Club aussi. Vous m'avez quand même offert une transition toute trouvée, je veux en profiter. C'est que le 29 novembre, il y aura la 4e soirée 3 en 1 qui sera consacrée au droit à la mobilité, justement. Comment est-ce qu'on peut offrir l'accès à la mobilité à des gens de toutes conditions, valides, non valides, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes. Donc voilà, on aura un beau parterre qui permettra de discuter de ces choses-là. Entre-temps, il y aura une conférence qui sera exceptionnellement, je tiens à le dire, une table ronde qui sera le samedi et non pas le jeudi comme c'est le cas, mais qui sera consacrée à un ennemi intime dont on a beaucoup parlé ici sans trop l'aborder, mais c'est la question de la voiture de demain. Quelle place on attribuera à la voiture de demain dans nos villes? Là, on va descendre et on a une performance artistique puisqu'on aura le compositeur qui a composé une œuvre musicale spécialement dédiée à une des œuvres qui est présente dans l'expo, qui va nous la jouer en live. Donc merci à toutes et à tous de votre attention, et puis à bientôt pour les prochaines tables rondes.